comment tu fais pour t'en sortir? Parce que moi, mes programmes, je ne m'en sors pas du tout. Et il y a même des séminaires que les gens organisent pour apprendre à élaborer un programme à suivre au quotidien, ou de façon hebdomadaire, ou mensuelle ou annuelle. Donc ça s'apprend, il y a des séminaires pour ça. Et si on ne le sait pas, on peut l'apprendre, mais on peut l'apprendre aussi avec un ami. Alors, docteur, on va revenir au bilan financier Okay. qui nous intéresse tous. C'est peut-être la première chose qu'on regarde, l'état de ses finances en fin d'année pour savoir si l'année a été bonne ou pas. Alors, si on avait des objectifs en début d'année, on avait prévu, par exemple, en fonction de son salaire, de ses charges, de pas mal de choses, on décide par exemple d'épargner, la somme de 5 millions par exemple. À la fin de l'année, on doit avoir 5 millions de plus sur son compte en banque. Alors, si on se rend compte en fin d'année que ça n'a pas été le cas, qu'on se retrouve à peut-être 2 millions, 3 millions, voire moins, à ce moment-là, j'imagine qu'on va chercher à savoir ce qui a bien pu engranger tant de sous. Quand on se rend compte par exemple que c'est parce qu'on est, je ne sais pas si c'est possible, trop généreux par exemple, qu'on a le cœur sur la main et donc forcément chaque fois qu'il y a un problème dans la famille ou même un ami a un problème, on se tourne facilement vers nous et puis nous également on a cette facilité là de venir en aide aux autres. Est-ce qu'on décide à ce moment d'être un peu plus, je ne vais pas dire méchant, mais un peu plus économe par exemple? Je pense qu'il faut relativiser les choses. D'abord, les objectifs en matière d'économie. On va y revenir tout de suite. On a M. Daouda en ligne qui nous appelle du Niger. Allô? Oui, Monsieur Daouda? bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Daouda. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Et vous? Ah, ça va bien, merci. Donc, ça fait à peu près 6 mois et quelques à vous joindre. C'est aujourd'hui que j'ai essayé. Dieu merci. Finalement, j'ai pu vous avoir. Merci pour votre patience. Alors, Monsieur Daouda, on parle aujourd'hui de faire son bilan de fin d'année. On vous écoute. Oui, moi, j'ai déjà fait pour la contribution que vous êtes en train de... La connexion était mauvaise. Oui, alors on revient donc à ma question. Je pense qu'il faut relativiser les choses. D'abord, en matière de finances, je ne suis pas économiste, mais quand même on fait un peu d'économie simplifiée. Il faut que les objectifs soient réalistes. Vous ne pouvez pas avoir un salaire, par exemple, de 200 000. Quand on regarde son salaire, ses charges, etc., on se rend compte que c'est possible d'épargner, on va dire 5 millions. Oui, en ce moment-là, il faut être objectif. Pourquoi je n'ai pas pu? Est-ce que je suis pas allé au-delà de mes prévisions? Par exemple, les gens qui sont plus organisés vous diront, pour les cas sociaux ou des personnes à aider, j'ai fait un budget, par exemple, de 1 million l'année ou bien enfin en fonction des moyens. Donc, si je n'arrive pas à économiser, ça veut dire que je suis allé au-delà de ce que j'ai prévu. Et je pense que c'est cela qu'on appelle la discipline budgétaire. Même l'État parle de discipline budgétaire. L'État même a des limites. Donc, il est bien que de façon objective, on puisse faire le bilan. Mais en même temps, on est en Afrique. Je peux prévoir effectivement économiser cette somme. Mais il y a des circonstances qui font que je ne peux pas faire autre chose. Il peut arriver par exemple que de façon imprévisible, je sois malade ou bien quelqu'un soit gravement malade de ma famille et que cela soit à charge. Il est évident qu'on sera bien obligé d'aller au-delà des prévisions. Parce que souvent quand on fait les budgets, chez nous, particulièrement en Afrique, rarement on parle de budget de santé. C'est quand ça arrive qu'on court pour voir le cousin. Monsieur Palais est en ligne, il s'appelle... Monsieur Palais nous appelle du Burkina. Allô? Monsieur... D'accord. Alors, petite précision, chers téléspectateurs, quand vous essayez de rentrer en contact avec nous, prenez la peine d'éteindre votre poste récepteur ou de couper le son, parce que sinon, on a un effet Larsen qui n'est pas du tout agréable, ni pour vous, ni pour nous. Il est de retour. Monsieur Palais, allô? Allô? Bonjour, Monsieur Palais. Allô, bonjour. Vous nous entendez? Oui, on vous entend très bien. Monsieur Palais, votre poste téléviseur est allumé? Allô? Allô? Votre poste téléviseur est allumé, Monsieur Palais? Je viens de l'éteindre. D'accord, on vous entend mieux. Alors, on parle aujourd'hui de faire son bilan de fin d'année. On vous écoute. Oui, exactement. Je pense qu'un bilan, déjà, je pense que ça commence par d'abord un mea culpa. Un mea culpa, hein? Voilà, c'est des faits personnels d'abord et on regarde tout ce qu'on a pu endurer tout au long de l'année. Et voilà, moi je pense que le bilan financier, ça vient un peu après. Parce que bon, je pense que c'est le comportement qui nous forge à changer certains comportements et à souvent rentabiliser. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Bien.
Merci, M. Palais. J'aime bien son intervention parce que vous allez répondre à la question dans quelques instants. Finalement, dans quel ordre on fait son bilan? Parce qu'il y a beaucoup de domaines. Hein. Vous l'avez dit, bilan financier, bilan de santé, bilan spirituel, par exemple, de vie de famille et tout. Est-ce qu'il faut hiérarchiser tous ces différents bilans? Bon, en général, tout semble s'entremêler. Il est difficile, par exemple, de parler de bilan financier sans parler de la famille. Donc, je pense que ça dépend aussi de la priorité de chacun. Si lorsque je faisais mes projets, mes objectifs que je me fixais, j'ai mis en priorité que cette année, je dois prier plus que d'habitude. Donc, bien évidemment, je peux commencer par là. Si j'ai dit c'est l'économie qui a été ma préoccupation majeure, je peux commencer par là. Mais en tout état de cause, il est bien de faire passer chaque aspect de sa vie au scanner, j'allais dire, de notre bilan. Mais il y a un élément essentiel que je voudrais relever dont M. Palais a parlé tout à l'heure, c'est quand il parle de mea culpa. Je l'ai dit ici maintes fois, le bilan personnel demande encore une fois de plus une certaine honnêteté. Parce qu'en général, on a tendance, quand nous faisons nos bilans et que ça semble aller dans le négatif, à accuser l'autre. Oui, c'est elle qui a fait, il est tout le temps venu me voir pour prendre mon argent, c'est elle qui a fait ceci, j'ai vendu, il a pris crédit, il n'a pas payé. Mais nous-mêmes n'avons pas de responsabilité. Parce qu'un bilan qui ne met pas en exergue ma part de responsabilité en tant que M. Brou dans mon bilan, c'est un bilan avec des projets voués à l'échec. Si tout le temps c'est le facteur extérieur seulement que je veux voir, ça compte, ça c'est sûr, parce que je ne vis pas seul, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai des connaissances. Donc il est évident que l'entourage ne peut pas être exclu, mais le premier niveau du bilan, c'est moi-même. Ma part de responsabilité. Je fais par exemple le bilan financier dont vous parliez, puis je me rends compte que je n'ai pas pu atteindre mon objectif, que je me suis fixé en termes d'économie. La première question, ce n'est pas d'aller chercher ceux qui sont venus à qui vous avez donné de l'argent, mais quelle a été moi-même ma part de responsabilité. La dernière fois, nous parlions justement de promesses à tenir ou promesses non tenues. Ça peut intervenir ici. Monsieur Abderrahman nous appelle du Mali. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Abderrahman. Non, c'est monsieur Abdelaziz Assari. Monsieur? Abdelaziz Assari. D'accord, toutes nos confuses. Abdelaziz. Non, ce n'est pas Abdelaziz, c'est Abdelaziz Assari. Monsieur Allô? Abdelaziz. Allô? Oui, vous nous entendez? Allô? 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 Oui, monsieur, nous vous entendons très bien. Et vous? Apparemment, non. Ok, docteur. Oui, donc je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est un peu, on a parlé du thème du respect de la parole donnée. Si vous n'avez pas pu atteindre vos objectifs, peut-être c'est parce que vous êtes quelqu'un qui aime se faire voir. Donc quand il y a une assemblée, je vais promettre, je vais faire ceci. Or, dans mes programmations, je n'ai pas pris ça en compte. Évidemment, je serai déficitaire. Donc il est bon, il est nécessaire d'insister sur cet aspect de ma part de responsabilité à chaque niveau du bilan, que ce soit le bilan financier, que ce soit le bilan spirituel, que ce soit le bilan de mes relations, à tout point de vue, ma part de responsabilité. Parce que c'est sur moi que je peux agir. Si je vois que j'ai gaspillé trop d'argent, par exemple, c'est sur moi que je vais agir. Donc, si je vois que mes relations avec mes amis ont pris un coup, c'est sur moi que je peux agir plus facilement. Donc, il est bon de nous mettre en première ligne quand nous voulons faire un bilan efficace et productif. Très bien. Alors, on va passer par exemple à la vie de famille, on va dire. La vie amoureuse, par exemple. En début d'année, on est seul, homme ou femme. On se retrouve célibataire, on a un certain âge. On décide, par exemple, de dire se marier dans l'année, c'est un peu juste, hein, parce qu'il faut prendre quand même le temps de connaître la personne. Mais on se dit, bon, d'ici la fin de l'année, j'espère être déjà fiancé, rencontrer quelqu'un avec qui ça va bien se passer, et puis se fiancer, voire se marier. La fin de l'année est là, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Malgré toute notre bonne foi, on a pu mettre toute notre bonne volonté dans cette relation. Peut-être même que dans l'année, on a eu 2-3 relations qui n'aboutissent à rien. Oui, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai souvent dit que la vie humaine, il y a une notion qu'il ne faut pas oublier, elle est dynamique. D'accord, on revient tout de suite. Oui. Un appel de la Libye de M. Boyle Boulot. J'espère que... Boy Boulot. Oui. Boy Boulot. Oui, bonjour M. Boy Boulot. Vous nous appelez de la Libye. Oui, je vous appelle de la Libye. Comment vous allez? D'accord. On vous écoute. Oui, je voudrais seulement vous féliciter
par rapport à votre émission que vous faites actuellement. Oui. C'est une très bonne... Allô? Oui, Monsieur Boy-Poulou, on vous entend difficilement. Oui, moi je vous entends très mal. Allô? Allô? Allô, oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, je dis que je voudrais tout simplement vous féliciter par rapport à l'émission que vous faites. Ah, merci beaucoup. Oui, parce que si vous parlez de l'économie, vous savez de comment faire pour économiser ces choses, vous faites allusion à la diaspora africaine. D'accord. Oui, je vois ça très gentil et je vois ça très, très solidaire au niveau de la diaspora africaine, surtout les immigrés qui sont dans le monde entier. Et bon, si on dit que comment faire pour garder quelque chose en fin d'année. Allô? Oui, on vous écoute, hein, on est tout de suite. Oui, je crois que vous faites allusion à la diaspora africaine. Oui. Moi, je vous fais plaisir de vous accompagner pour vous encourager à la situation. Merci. Et pour vous faire savoir que je suis un Sénégalais qui vit à Libye. Vous êtes un Sénégalais qui vivait en Libye, très bien. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Oui, et merci et bonne journée. Merci, très bonne journée à vous. Et par la même occasion, merci à tous ceux qui prennent le temps de nous appeler de partout, hein, en Afrique et même dans le monde. On a eu un appel d'Espagne. Merci à vous qui êtes si fidèles, ça fait toujours plaisir. Alors, docteur, on revient donc à la vie de couple, on va dire. Je pense qu'il faut apprendre à relativiser les choses. C'est pour ça que les bilans à mi-parcours, le fait de tirer sa part de responsabilité, de mettre au clair sa part de responsabilité, un projet de mariage ou d'union ne dépend pas seulement que de nous, en fait, que de moi. Il y a l'autre partie et puis il y a l'entourage. Donc, je pense qu'il faut analyser pour savoir est-ce que c'est vraiment du négatif si on a prévu ce mariage en 2014, que ça n'a pas eu lieu. Parce qu'il y a des projets qu'on peut faire et qui peuvent ne pas aboutir, mais qui peuvent aller dans le sens qui nous arrange. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on était sur la personne idéale, et puis on fait un projet de mariage pour 2014, et puis ça ne marche pas. Après, on se rend compte que pendant que le gars nous promettait un mariage, il était en train d'en préparer un deuxième avec une autre femme. Donc ça, c'est salutaire. On peut vouloir se marier absolument coûte que coûte avant la fin de l'année, réussir à se marier et divorcer en même temps avant la fin de cette même année. Oui, c'est une possibilité aussi. Il y a des mariages qui se font très précipitamment, mais le divorce aussi est précipité, malheureusement. Donc, il faut prendre le temps de savoir tirer les leçons. Je dis encore une fois de plus, notre part de responsabilité. S'il voit que je ne suis pas responsable, il devait être tranquille. Très bien. Monsieur Sangaré nous appelle de Port-Boué. Oui, bon. Bonjour, Monsieur Sangaré. Bonjour, monsieur. Merci d'être avec nous. On vous écoute. Oui, j'aimerais participer à votre émission. Vous êtes le bienvenu. Oui. On vous écoute, Monsieur Sangaré. Est-ce que vous avez fait votre bilan de fin d'année? Comment? Est-ce que vous avez déjà fait votre bilan de fin d'année? Oui, j'ai fait le bilan, mais je voulais vous poser une question. Oui. J'aimerais savoir, lorsqu'on fait un bilan économique, par exemple, et qu'on se rend compte que les objectifs qu'on s'était fixés n'ont pas été pu réaliser grâce à des facteurs non prévus. Oula. On espère que vous allez rappeler, hein, Monsieur Songari. Oui, je pense qu'on a plus ou moins déjà répondu, parce que si ça n'arrive pas, on va chercher à savoir les facteurs. Est-ce que ce sont des facteurs sur lesquels on peut agir? Je prends un exemple, vous travaillez dans une entreprise, vous avez des objectifs de réalisation ou d'économie, et puis l'entreprise tombe en faillite, on vous libère. Ça, c'est des trucs imprévus, ce sont des facteurs extérieurs qui ne peuvent pas dépendre de vous. Donc là, on n'y peut rien. Mais le plus important, c'est pour ça que je dis qu'il faut être honnête et sincère avec soi-même quand on fait un bilan, pour voir là où on peut agir, parce qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a aucune possibilité d'action. On n'a aucune possibilité. Vous faites, le fait est là, il est clair. Oui. Je vous prends au mot, hein. Je vous pose toujours la question dans le domaine de la vie de couple. Vous dites qu'il y a des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir. Par exemple, on est dans une relation et puis c'est la mésentente avec sa belle famille, par exemple, avec sa belle-mère qui ne vous supporte pas, les belles-filles, etc. Et on décide, par exemple, d'avoir pour objectif, d'ici la fin de l'année, d'améliorer nos relations avec notre belle famille. Tout à fait. On fait tout ce qu'on peut, on est la belle-fille idéale, la belle-fille la plus parfaite, et puis on se rend compte que malgré tout,
on se rend compte que malgré tout, c'est pas possible. La belle famille nous rejette. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit que c'est un facteur sur lequel on ne peut pas agir ou on continue nos efforts? Non, je pense que les choses sont au cas par cas. Tout dépendra peut-être de la capacité de votre partenaire. D'accord. Parce Monsieur que... Sangaré de retour pour sa question. Il nous appelait de Port-Bouillon, on rappelle. Monsieur Sangaré? Oui. Oui, on vous écoute. Oui, je disais que lorsqu'on fait son bilan économique, par exemple, et qu'on s'était fixé des objectifs, par exemple, de les réaliser. Maintenant, on se rend compte que ce bilan, comment on appelle, on n'a pas pu réaliser nos objectifs grâce à les dépenses ou bien des phénomènes qui relèvent du hasard. Des choses qu'on n'avait pas prévues, par exemple. D'accord. Maintenant, comment pouvoir améliorer les choses pour l'année en cours? Et pour l'année qui arrive, par exemple. D'accord, docteur, vous avez bien compris la Oui, j'ai compris. Je pense que c'est une très belle question qui nous interpelle, nous tous d'ailleurs, à tout point de vue. Il nous faut beaucoup de discipline. Vous voyez, même au plus haut niveau de nos États, les gens parlent de discipline budgétaire. Les gens auraient pu venir et puis on dit, bon, on distribue des milliards à tout le monde. On dit l'État a des contraintes, à plus forte raison des individus, des individus lambda. Donc, il est bon d'avoir de la rigueur. Vous savez, si vous n'êtes pas rigoureux dans la vie, vous allez beau faire vos bilans, vous ne pourrez jamais évoluer. Et vous allez voir que dans nos milieux, les gens agissent parfois sur nos sensibilités. Ils sont de mauvaise foi, mais en nous manipulant et en agissant sur notre sensibilité. Ce monsieur ou cette dame-là, il est ou elle est tellement sensible que si je m'en vais pleurer, même si c'est avec un mensonge, c'est celui qui va me le faire, il va me donner de l'argent. Et puis je prends, je disparais. Donc il faut suffisamment de rigueur. La rigueur n'a rien à voir avec la méchanceté. J'insiste là-dessus parce qu'on fait souvent la confusion. La rigueur, on pourrait le traiter peut-être dans nos projets de 2015, n'a rien à voir avec la méchanceté. La rigueur nous permet d'être d'ailleurs même beaucoup plus gentils. Et une gentillesse, je le dirais, agréée de Dieu. Parce que si vous êtes gentil contre votre propre cœur, c'est une gentillesse qui n'est pas approuvée. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, serviteurs de Dieu qui sont passés ce matin. Donc, la rigueur n'a rien à voir avec la méchanceté. Je crois que c'est une notion sur laquelle il faut insister. Notre problème, c'est quoi? C'est qu'on a peur qu'on nous traite de méchants. Mais la personne qui vous traite de méchant, ce sont ses propres définitions. Il a ses critères de vous dire. Par exemple, on est là, je dis, Eva, pardon, vous me donnez 100 000 à l'instant. Selon mes attentes, si vous ne donnez pas, je vous traite de méchant. Mais vous vous êtes libre parce que vous savez que vous ne pouvez pas donner ou bien ce n'est pas prévu de cette sorte. Parce que si dans tous les carrefours, je dois donner 100 000, 10 000, il arriverait un moment où je ne pourrais même pas payer ma maison, ou je ne sais pas si je pourrais continuer à venir au travail pour avoir le minimum. Donc, je voudrais dire au monsieur qui a appelé de Port-Boué et à tous ceux qui nous écoutent que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur n'importe quel plan, il s'agit de la rigueur, de la fermeté. Quand j'ai dit voici mon objectif, ça ne va pas être facile. Il va y avoir des contraintes. Les contraintes pour lesquelles je n'y peux rien, ok, mais il y a des contraintes que je peux contourner. Très bien. Monsieur Oumar Diarra est en ligne, il nous appelle du Mali. Allô? Monsieur Diarra? Monsieur Diarra, merci d'être avec nous, on vous écoute. D'accord. Docteur, on va parler d'une autre nuance qui n'est pas facile à faire, hein. La différence entre entêtement et persévérance. Parce qu'on peut être dans une affaire, par exemple, on décide de s'installer à son propre compte, on a fini nos études, on ne trouve pas de travail, l'État nous encourage à entreprendre, on décide de faire une petite activité, on a bien cerné tous les paramètres, on se donne à 100%, mais ça ne marche toujours pas. À quel moment on se dit, ou même quand on est dans une relation, hein, c'est dans tous les domaines, dans une relation par exemple, où on se donne, on a l'impression que ça va marcher, mais ça ne marche toujours pas. À un moment, on ne sait pas s'il faut arrêter ou continuer, et c'est le plus difficile. Comment on fait la différence entre entêtement et persévérance? Parce que la persévérance, c'est quelque chose de bon, mais l'entêtement, au contraire. La persévérance, c'est pour ceux qui sont réalistes. Et puis l'entêtement, c'est des gens qui sont irréalistes. Parce qu'il y a des moments quand même qu'objectivement, c'est pour ça qu'on a des objectifs et qu'on fait les bilans. On fait le bilan et on sait manifestement que ce n'est pas possible.
mais coûte que coûte, on veut. Ça, c'est un entêtement. Mais en fait le bilan, on voit que c'est possible, mais c'est difficile d'y arriver. Quand vous parlez, par exemple, du problème de l'obstacle de la belle famille, ça, ce n'est pas un entêtement. C'est de la persévérance. Vous êtes d'accord avec un homme avec qui vous voulez vivre parce que vous aimez, enfin vous dites que vous aimez bien. Et puis, il y a un obstacle qui vient des parents. Ce n'est pas forcément un entêtement. Ça, on le veut. Maintenant, si manifestement, il y a des preuves que cet homme, cette femme ne présente pas des signes de sérieux, et que là, Mais même s'il présente des signes de sérieux, docteur, vous l'avez dit plusieurs fois sur ce plateau, ça ne sert à rien d'aller en guerre contre la famille ou la belle famille. Donc, malgré toute notre bonne foi et la bonne foi du conjoint également, qui vous aime, qui veut faire du sérieux avec vous, peut-être même vous épouser, quand toute la famille est contre, cette union-là, on se dit, en toute objectivité, qu'elle n'a pas beaucoup de chances de survie, en fait. Parce que vous ne pouvez pas épouser un homme contre sa famille. Oui, je suis d'accord, mais je veux dire que généralement pour les cas que j'ai connus, en fonction de votre façon de vous comporter, il y a toujours un membre influent de la famille qui va prendre faire cause pour vous. Et c'est à partir de cela, il y a l'effet domino. Au départ, tout le monde semble être contre. Et puis il y a quelqu'un quand même qui va vous observer. Parce que dans une famille, même si les gens sont mauvais, il y a au moins un qui est bon dedans. Donc ce bon pour vous là, il va vous observer. Et généralement, la personne va prendre fait et cause pour vous. Et au fur et à mesure, vous allez voir que les autres vont suivre. Mais il est évident que si au bout de plusieurs années, ça ne marche pas, il va falloir s'asseoir et prendre une décision. D'accord. Monsieur Konaté, c'est notre tout dernier intervenant. Il nous appelle du Gabon. Allô? Oui, c'est moi qui vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Konaté. Oui, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne ivoirienne. Merci, plaisir partagé, monsieur Konaté. Je suis à Dama. Je suis à Dama dans le Gabon. Oui. Voilà, je suis content aussi de participer dans votre émission qui sert tout le monde entier. Et donc, je vous dis encore merci. Merci à vous, monsieur Konaté. Voilà, c'est une occasion aussi de remercier aussi le président de la République qui nous a offert un grand cadeau pour le nouvel 2015. D'accord. Ok, vraiment, je suis très heureux. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Konaté. Voilà, quand vous demandez le bilan de l'année, bon, le bilan de l'année est bien fait. Le bilan de l'année est bien fait. Vous avez fait votre bilan, monsieur Konaté? Il dit le bilan de l'année est bien fait. Quand on regarde le fond de c'est un grand cadeau déjà. Donc, pour vous, le bilan est positif? Allô? Le bilan est positif pour vous? Allô? D'accord, on a compris. Merci, monsieur Konaté. Okay. Très bonne journée à vous. Vous voyez que chacun a son centre d'intérêt pour lui. Le troisième pont, malgré le fait qu'il soit au Gabon, le bilan est positif pour lui parce que quand il va venir certainement descendre à l'aéroport, il va rejoindre facilement la rivière. En tout cas, le docteur va passer sur ce point à votre santé. Oui, bien sûr. En pensant à vous, il y a une grosse pensée pour vous. C'est ça, c'est ça. Donc, comme je le dis, il faut dans la vie être réaliste. Alors, oui. Pour revenir, et puis c'est là-dessus, je pense qu'on va clore parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Dans le cas où, par exemple, on n'est pas accepté par sa belle famille pour une raison qui est tellement futile, par exemple, parce qu'on n'est pas du même groupe ethnique. On estime que, la belle famille estime que son fils ou sa fille n'épousera jamais une fille de l'Ouest ou une fille du Centre ou une fille du Nord, etc. On ne peut pas changer on peut pas changer son origine, on ne peut pas changer son ethnie. À ce moment-là, s'entêter dans cette relation, on se pose la question. Vous savez, ça dépend de l'importance ou de la force de cet homme. S'il joue un rôle capital dans la famille, il prend la décision, ils vont suivre après. Ça, c'est une vérité aussi qu'il faut savoir. C'est pour ça que la personnalité de l'individu qui s'engage dans une relation compte. Si vous êtes facilement influençable, chacun viendra vous dire ce qu'il veut. Mais si vous avez du caractère, c'est pour ça que je dis, dans le bilan, nous-mêmes, nous devons être au cœur de notre bilan. Est-ce que ce n'est pas moi-même qui donne l'opportunité aux parents de refuser? Parce que si vous partez toujours pour dire, elle est comme ça, ses parents sont comme ça, etc., vous vendez cadeau la personne, donc les gens vont le prendre cadeau sans payer. Donc notre caractère et notre comportement peut amener des gens qui sont réticents dans notre propre famille à accepter notre mari ou notre femme. Il y a eu plusieurs exemples dans lesquels on est intervenu et après les parents se sont excusés parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Donc je pense qu'il ne faut pas être braqué, c'est à nous de nous poser la question, quelle est nous-mêmes notre part de responsabilité? Cet homme-là, quelle est sa place dans la famille? Si c'est un leader,
s'ils partent, tout le monde est d'accord. Les gens sont obligés d'accord. Même s'ils ne vous aiment pas, ils ne vont pas vous aimer dans votre dos, mais ils vont vous aimer au moins dans votre présence d'une manière ou d'une autre. Mais je voulais terminer en vous remerciant, Eva, parce que même si on ne fera pas le bilan, ça fait quand même la 4e année que nous cheminons. Je pense que cela est le signe d'une compréhension et d'une, comment on appelle, complicité. Quelqu'un dit, mais vous vous entendez hein, depuis que vous faites des émissions. Ah, oui. Oui, on s'entend très bien et je pense que je suis très content de la confiance. Moi, mon psy personnel. On fait des séances quelquefois. Pas encore. Je ne paye pas encore. Donc, bref, je voudrais vous dire merci et puis dire merci à la télévision également pour cette confiance. Pour votre disponibilité et puis pour tous les efforts que vous faites. Je pense que les téléspectateurs sont les premiers. Oui, on commence notre bilan là aujourd'hui, on va le finir demain. Donc, je pense que les téléspectateurs sont unanimes sur le fait que vos conseils les aident beaucoup. On a plusieurs fois eu ce genre de témoignages de personnes qui appellent pour dire merci Dr Brou, merci pour ce que vous faites. Et c'est toute l'équipe et toute la RTI qui vous remercie. Je vous en prie. Merci à vous également, très chers téléspectateurs. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. On avait ici, dans ce studio aux caméras, Franck, Soro-Lydie et Rougeau, sans oublier notre chef de plateau, M. Yao. Cette émission a été pilotée par Patricia Yeo. Gros bisous à toutes les équipes qui sont derrière, que je ne peux pas citer. On se retrouvera demain sur cette même antenne à partir de 13h15. Excellente suite de programme sur RTI2.